Salam alaikum. Bonjour et bienvenue à la première séance du module informatique appliquée. Durant ce module, on va voir l'introduction à la gestion des bases de données sous Access. Ce qu'on va voir, Inch'Allah, ce sera bien une définition d'une base de données, donc les principales fonctions d'une base de données, les bases de données relationnelles, donc j'insiste sur relationnelles, puis le système de gestion de base de données également relationnel. Par la suite, on passe donc à la création et conception d'une base de données avec le SGBD Access. Puis, on va traiter ce qu'on appelle les tables, les champs, les enregistrements et les clés, suivis par la suite par les types de relations. Et enfin, on va terminer par les requêtes, donc la création des requêtes, que ce soit par le mode QVE et le mode SQL. Donc, d'abord, je commence par c'est quoi une base de données. Donc, une base de données, je pense que vous connaissez le mot, mais bon, l'explication, ça vient du mot, c'est une base de données. Là, c'est un stockage de données, mais avec des conditions. Donc, une base de données, donc je peux dire qu'un ensemble de données est une base de données si cet ensemble, elle est structurée, elle est sécurisée et intercorrélée et bien sûr sera sauvegardée dans des fichiers avec le minimum de redondance. Donc, quand je parle des données structurées, ici dit que ces données sont contenues dans une base de données, plutôt que les données contenues dans la base de données sont réparties en enregistrements. Et chaque enregistrement, elle a une structure qui est bien définie. Les données sont non redondantes, ça veut dire qu'il n'y en a pas une répétition des données. Les données sont intercorrélées, donc il y en a une relation entre les données. Et puis, sécurisé, ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui peut y accéder à ces données. Donc, je pense que une base de données, n'importe quelle entreprise, n'importe quel organisme, et on a besoin d'une base de données où il va stocker les informations, que ce soit de ses clients, de ses personnels, de ses fonctionnaires, et ainsi de suite. Donc, le principe c'est bien collecter les informations. Donc, on a besoin de collecter les informations, par la suite de les stocker. Et pour pouvoir les traiter et l'utiliser à la demande. Donc, c'est fournir à la demande ces informations. L'utilisation, bien l'avantage d'utilisation d'une base de données, c'est qu'on a un accès rapide et facile à l'information. Donc, toute l'information, on peut la retrouver dans un seul endroit de la base de données. C'est-à-dire qu'on a un regroupement des informations dans un seul endroit. On peut donc chercher, faire une recherche d'une manière facile. On peut faire un suivi d'informations, qu'on peut faire une gestion des données. Ça veut dire qu'on peut mettre à jour les données, on peut supprimer les données qui sont plus utilisables, qu'on peut automatiser les tâches qui se répètent, l'utilisation des données. Passons maintenant à, comme j'ai dit, et j'ai insisté sur le mot relationnel. Donc, une base de données, maintenant, c'est relationnel. Parce que les bases de données, ça veut dire c'est quel type de stockage elle est. Quand je parle de base de données relationnelle, ça veut dire qu'il y en a une relation entre les données. Et ces données sont stockées dans ce qu'on appelle des tables. Comme vous avez en Excel, et on appelle des tableaux. On stocke les données dans des tableaux. En Access, ou plutôt dans les bases de données, on parle plutôt de bases de données relationnelles, on parle plutôt des tables. Donc, table, tableau, ça veut dire donc table, il y en a un nom. Quand on parle d'une table, il doit y avoir un nom. Une table, elle est composée par une intersection des lignes et des colonnes. Alors, les lignes, on les appelle des enregistrements, ou bien les enuclés. Les colonnes, on les appelle des champs ou bien des attributs. Donc, on va revoir ces mots tout au long de notre cours, Inch'Allah. Donc, je répète, une base de données relationnelle, c'est un ensemble des données, c'est une base de données, c'est un ensemble des données qui sont stockées dans des tables et ces tables sont reliées entre elles. Alors, une table, c'est bien une intersection de lignes et des colonnes. Bien sûr, chaque table doit y avoir un nom. Et les lignes, les données stockées sur les lignes, on les appelle des enregistrements. Ou bien chaque ligne dans une table appelée enregistrement, bien enuclé. Chaque colonne, les en-têtes de chaque colonne contient ce qu'on appelle des champs, bien des attributs. Alors, un enregistrement, qui est bien sûr une ligne, c'est une ligne d'une table,
C'est l'ensemble des données relatives à la même information. Par exemple, quand je parle de données qui concernent, par exemple, une table qui concerne les informations pour un client. Alors, pour un client, chaque ligne, j'aurai les informations pour un client. Donc, client 1 sur la ligne 1, client 2 sur la ligne 2, client 3 sur la ligne 3. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les enregistrements. C'est des données relatives à la même information. C'est toutes les informations pour le même client qui va être par la suite, ça veut dire sur les colonnes, ça concerne le même client, client 1. Donc, la deuxième ligne, ça concerne le client 2 et ainsi de suite. C'est ça, donc, la ligne. Par contre, pour les colonnes, c'est ce qu'on va mettre comme propriété. Donc, c'est une propriété. Ce sont les propriétés donc, de la même information. Donc, c'est pour le même enregistrement. Reprenons l'exemple du client. Alors, un client, elle a quoi comme information bien propriété? On peut y avoir son nom. Donc, un client, elle est identifiée par son nom. C'est-à-dire, dans la première colonne, pour la même ligne client 1, elle a un nom. Elle a un prénom. Donc, dans la colonne 2, on aura le prénom. Dans la colonne 3, on aura par exemple le CIN. Donc, dans la colonne 4, on aura l'adresse, on aura le numéro de téléphone, on aura donc la ville où il habite, la fonction, sa profession et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on peut avoir comme unité d'information, c'est une unité d'information. Ce n'est pas l'information générale concernant tout un client, mais plutôt une unité d'information, une partie d'information. Quand je dis un nom, c'est une partie d'information pour le client. Un client, c'est bien un enregistrement. Donc, pour le champ, chaque champ doit avoir un nom et un type de données. Alors, quand j'ai dit pour le nom, le champ, je vais l'intituler par nom, par exemple. Donc, un nom, le champ, elle est intitulée par nom. Donc, elle a un nom. Ce champ-là, ça porte le nom, nom. Ou bien, il porte le nom, prénom. Il porte le nom, ville. Et puis, type de données. Ça veut dire, dans cette colonne, qu'est-ce qu'on va remplir comme information? Elle est de quel type? C'est comme vous avez vu en Excel. Alors, en Excel, on a un ensemble de types de données. Quand on remplit pour une colonne, on peut avoir un type numérique, donc des données de type numérique, des données de type texte, des données de type monétaire, date et ainsi de suite. C'est la même chose également pour les bases de données. Donc, dans une table, un champ, il doit y avoir un nom et comme il doit y avoir un type de données. Bien sûr, chaque colonne doit y avoir le même type de données parce qu'elle représente la même unité d'information pour le même enregistrement. Donc, ça, qui pour maintenant une base de données relationnelle. Et puis, donc, la notion de base de données relationnelle, c'est une base de données où les données sont stockées dans des tables, ou bien c'est un ensemble des données qui sont stockées, un ensemble des données structurées, un ensemble des données structurées, non redondantes, sécurisées, intercorrélées ou stockées dans des tables. Intercorrélées, ça veut dire que ça existe une relation, ou bien ces tables sont reliées entre elles. Chaque table doit contenir le même type d'informations. Comme j'ai dit, table client. Donc, je vais donc mettre toutes les informations concernant les clients. Je peux avoir, par exemple, une autre table qui concerne les produits. Donc, toutes les informations concernant le produit, je vais la mettre dans une autre table, et ainsi de suite. Donc, la structure maintenant d'une base de données relationnelle, donc c'est qu'on représente dans le schéma suivant. On a une base de données, et puis, donc, dans une base de données, on a un ensemble des tables, donc table 1, table 2, table 3 et ainsi de suite. Ces tables sont reliées entre elles. Enfin, il y en a un type de relation qu'on va voir juste après, Inch'Allah. Alors, et chaque table doit contenir des enregistrements. Donc, chaque table, il y en a des lignes. Sur chaque table, il y en a des lignes. Et chaque enregistrement, elle est répartie par des champs. Elle est répartie par une unité d'information. Donc, voilà la structure d'une BDR, d'une base de données relationnelle. Un exemple concret maintenant. Voilà une table. Donc, on a la table qui porte le nom commande. Donc là, c'est une base de données pour la gestion de commandes. Pour la gestion de commandes, on a quoi? On a besoin d'avoir quoi comme information? Gestion de commandes, on a donc des informations qui concernent les commandes. On a des informations qui concernent les clients. On a des informations qui concernent les produits. Ça veut dire qu'on va créer 3 tables. Quand vous pouvez la rassembler en plus de tables, si vous voulez plus de précision. Donc, plus de tables, ça veut dire plus de précision. Donc, pour la première table qu'on voit ici, donc la table porte le nom commande. Et puis, on a comme champ le numéro de commande, le code client,
la date commande et la commande, est-ce qu'elle est réglée ou bien. Donc, est-ce que cette commande a été bien réglée ou pas encore. Pour numéro de commande, pour le champ numéro de commande, on a bien, donc c'est un champ qui est de type, donc sa donnée, elle est de type numérique, parce qu'il va prendre des valeurs numériques. C'est un numéro donc, de commande. Donc, 1, 2, 3, donc ce sont des numéros. Donc on va choisir type de données numérique. Je passe maintenant pour un autre champ, c'est un code client. Donc pour une commande, elle est identifiée par quoi? Par un numéro, son numéro, et également par des informations sur le client qui a passé la commande. Donc, pour le moment, donc, on va se contenter d'avoir un code. Ce code, il représente toutes les informations concernant les codes. On arrivera juste après pour comprendre ces codes. Pourquoi on a mis juste code client. Donc là, code client, puis donc les types de données mises dans la colonne code client. Bien pour le champ code client, c'est du type texte, un mélange de texte et numérique de type texte alors. Puis la date où la commande a été passée. Donc là, c'est type date. Par la suite, il y en a commande réglée. On a donc saisi soit oui, soit non. Ça veut dire qu'on a juste un bouton de oui, non. Un choix de oui ou bien non. Un type de données oui, non. La table client, donc là on a le code client pour la table client. Avant de passer à la table client, chaque ligne, donc là, chaque ligne représente une commande. Chaque ligne représente une commande. Et une commande, elle est identifiée par son numéro, le code de client qui a passé la commande, la date où elle était passée la commande. Et puis, est-ce que cette commande a été réglée ou non? Donc, chaque ligne, c'est bien une commande. C'est pour ça qu'on a dit, donc c'est un enregistrement. C'est une information complète. Par contre, numéro de commande, code client, c'est bien l'unité, une partie de l'information. C'est la même chose ici pour la table client. Donc, on a le nom de la table, c'est bien client. Et puis, les champs, c'est code client, le nom, le prénom, la ville, le téléphone. Et également, donc, chaque ligne représente un client. Chaque ligne, c'est bien un client. Un enregistrement, c'est un client. Un enregistrement, un client. Un champ, c'est les propriétés d'un client. C'est comment elle est identifiée. C'est l'unité d'information sur le client. La même chose pour le produit. Elle est identifiée par la référence, puis la désignation, un prix unitaire qu'elle est de type monétaire, et puis la TVA également, elle est de type monétaire. Donc, j'ai expliqué ceci, donc je peux le réexpliquer par la suite. Donc, encore une fois, on a le nom de la table, comme j'ai posé pour, j'ai expliqué là, et on a le nom de la table. Donc voilà, donc, on a le nom de la table, puis on a les champs qui étaient en tête de chaque colonne, ce sont bien les champs, champ 1, champ 2, champ 3, ainsi de suite. Et chaque ligne, ce sont des valeurs pour chaque champ, valeurs de chaque enregistrement. Donc l'enregistrement 1, donc plutôt ça c'est le premier enregistrement et non pas l'enregistrement 2. Donc c'est le premier enregistrement, ça contient donc V1, V1 de valeur 1, valeur, donc si on prend ça en tant que matrice, donc valeur la ligne 1, colonne 1, la ligne 1, colonne 2 et ainsi de suite. Une autre présentation ou bien représentation, ou bien syntaxe, une notation d'une table, alors on l'écrit souvent par le nom de la table. Donc, une table, elle est identifiée par son nom. Puis, entre parenthèses, vous ajoutez les champs séparés par les virgules. Donc, par exemple, pour la table client, on aura ici client, parenthèse, et puis nom, virgule, prénom, virgule, on a encore ville, virgule, téléphone, et on ferme la parenthèse. Donc, la même chose ici, donc pour le numéro de commande, donc j'ai déjà expliqué. Je passe donc avant de passer tout, donc je vous donne des remarques pour la création d'une table, la création des tables dans une base de données. Alors, pour la même base de données, deux tables ne doivent pas avoir le même nom, ne doivent pas porter le même nom. Donc, on doit faire une différence. La table est identifiée par ce nom. Alors, comment on va faire la différence? C'est pour ça, dans la même base de données, deux tables ne doivent pas avoir le même nom. Également, dans la même table, deux champs ne doivent pas avoir le même nom. Par contre, le même nom du champ ou bien le même champ peut être représenté dans plusieurs tables, comme on a vu ici, dans l'exemple précédent. Qu'est-ce qu'on a donc? Ça, c'est le code client. C'est un champ code client avec ses valeurs. Elle est présente dans la table client comme elle est présente dans la table commande. Alors, c'est le même champ, elle est représentée dans plusieurs tables. Mais je ne peux pas voir ici code client et également
là, au lieu de mettre numéro de commande, par exemple, je donne le nom code client. Donc, le même nom doit être doit afficher une seule fois pour la même. Donc, pour la conception maintenant d'une base de données, on passe par les étapes suivantes. Donc, il faut définir un cahier de charge qui contient les règles de gestion. Ça, c'est très, très important. C'est bien, il faut y avoir les règles de gestion. Les règles de gestion, ça veut dire on va se baser sur quelles? Donc, selon les informations, on va faire la création de nos tables. Quelles sont les informations fournies qui va nous aider à créer notre table? Et bien sûr, donc, il faut passer par la modélisation et par la suite l'implémentation, ou bien l'implantation physique dans un système d'information. Donc, pour passer directement pour la conception d'une base de données normale, donc on a des règles de gestion et puis on passe par la création des tables. Pour le modèle conceptuel de données et puis le modèle physique de données, donc on ne va pas le faire. Donc, ce qui est à retenir, c'est toujours, il faut avoir des règles de gestion et par la suite, vous passez à la création de votre base de données, la création de vos tables dans votre base de données. Donc, une autre notion de plus, en plus de table, on a dit donc jusqu'à maintenant, base de données relationnelle, BDR, et puis on a parlé de la notion table, puis enregistrement. Ensuite, on a donc la notion champ. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle un identifiant. Donc, un identifiant, soit il peut être un champ ou bien plusieurs champs dans une table qui va nous permettre d'identifier chaque enregistrement de façon distincte, ça veut dire d'une manière unique. Également, il va nous aider de créer les relations entre les tables. Je commence par expliquer la première donc, propriété. Un identifiant, il va identifier, ça vient du mot, un identifiant, identifier chaque enregistrement d'une manière unique. Par exemple, si je prends la table client, comme j'ai dit un identifiant, ou bien je prends, donc je donne un autre exemple, je peux dire la table étudiant. Donc, je vais mettre dans la table étudiant, on aura des informations qui concernent les étudiants. Donc, pour les étudiants, on va les mettre sur chaque ligne. Alors, il faut mettre les colonnes. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme propriété ou bien comme unité d'information pour un étudiant? Un étudiant, il est donc caractérisé par son nom, son prénom, sa spécialité ou bien la filière ou bien son niveau d'études et puis son code apogée, également son code CNE et son code de carte nationale, CNI. Et là, donc, c'est trois propriétés de plus que les autres, que par exemple qu'un client. Alors, si je parle d'un champ, par exemple le champ CNE, vous savez très bien que le CNE, elle est unique pour chaque étudiant. Le CNE, elle est unique. Ça veut dire je peux différencier un enregistrement, ça veut dire un étudiant d'un autre par son CNE. Je peux identifier également un étudiant d'un autre par son CNI. Comme je peux identifier un étudiant d'un autre par son code apogée. Donc, ces trois champs, ils peuvent être des identifiants. Ou bien ce ne sont pas, ce sont des identifiants. Ça veut dire qu'à travers ces champs-là, je peux faire la différence entre un étudiant et un autre, un enregistrement et un autre dans la table étudiant. Mais pour le nom, je ne peux pas. Parce que deux étudiants, ils peuvent avoir le même nom. Alors, je ne peux pas différencier un étudiant d'un autre. Et j'ai dit un enregistrement pour notre cas, pour notre table étudiant, c'est bien, ça représente un étudiant. Un enregistrement, ça égale un étudiant. Donc, à ce qui a à retenir, un étudiant, plutôt un identifiant, c'est un champ, comme ils peuvent être plusieurs champs, qui va donc d'une table, de la même table, qui va nous permettre d'identifier chaque enregistrement d'un autre d'une manière unique. Et également, il va nous aider de créer la relation entre les tables. Bon. Si vous avez dans la même table plusieurs identifiants, comme le cas de l'exemple de la table étudiant, on a plusieurs identifiants. Comme j'ai dit, le code apogée, le CNE, le CNI. Si par exemple ma table contient ces trois champs-là, alors je prends juste un champ, un identifiant, je vais le présenter, comment dire, donc je vais le sélectionner ou bien donc le préciser en tant que ce qu'on appelle une clé primaire. Donc, vous prenez un seul identifiant parmi les identifiants de votre table et puis vous le précisez en tant que clé primaire ou bien donc vous l'activez
en tant que clé primaire. Et maintenant, donc, on va faire une récapitulation de ce qu'on a dit. Donc, ce sera une clé primaire. Donc, une clé primaire, c'est bien un identifiant. Alors, ceci dit qu'une clé primaire, c'est bien un champ ou bien plusieurs champs qui va donc nous permettre d'identifier d'une manière un enregistrement pour la même table, bien qu'il va faire différencier un enregistrement d'un autre dans la même table. Donc, une clé primaire, c'est une combinaison minimale de propriétés. Je explique également pourquoi on a dit soit un champ, soit plusieurs champs. Je vais prendre le même exemple de le nom, prénom, par exemple, la table étudiant. On peut prendre, par exemple, le champ nom avec le champ prénom, avec, par exemple, on va dire quoi, le nom, prénom, puis un autre champ de plus. Je vais donc composer mon identifiant des trois champs. Le nom, le prénom, même la date de naissance fait tout se répéter. Qu'est-ce qu'on va mettre, par exemple? Numéro de téléphone, d'accord. Donc, si on met ici le nom, le prénom, le numéro de téléphone, si j'ajoute les trois, si je combine les trois champs, alors ces trois champs-là, ils vont me faire une différence d'un étudiant d'un autre. Alors que normalement, juste numéro de téléphone, il peut être un identifiant. Mais supposons qu'il y en a deux étudiants portent le même numéro de téléphone, ils ont donc posé le même numéro de téléphone. Alors, c'est pour ça qu'on dit c'est une combinaison de plusieurs champs, c'est une combinaison minimale de propriétés, c'est plusieurs champs, soit plusieurs champs. Ça, c'est pour la clé, un identifiant également pour la clé primaire, parce que la clé primaire, c'est un identifiant. Normalement, c'est un identifiant. On prend un identifiant, donc on va le désigner en tant que clé primaire. Passons maintenant à la notion suivante, c'est la clé étrangère. Alors, quand la clé primaire, quand vous identifiez un champ, un identifiant en tant que clé primaire, et puis ce champ-là a été ajouté dans une autre table pour qu'il représente, pour qu'il fait référence à la table de départ, dans ce cas-là, ce champ-là s'appelle une clé étrangère. Alors, une clé étrangère, c'est également soit un champ, soit un ensemble de champs. Ça dépend de ce que vous avez créé comme clé primaire au départ. C'est la clé primaire, ça a été un champ, puisqu'on va l'ajouter dans la deuxième table, alors ça devient un seul champ. Si ça a été plusieurs champs, ça va devenir normalement plusieurs champs. Donc, une clé étrangère, ça va être un champ via un ensemble qui va nous faire la référence à la clé primaire dans la première table. Voici l'exemple pour comprendre. Donc, par exemple, donc là, on reprend l'exemple de départ, on a la table client et également on a la table commande. Là où je vous ai dit, je vais vous expliquer pourquoi on se contente juste de code client et ne pas mettre toutes les informations qui viennent de la table client. Alors, voilà pour le client. Alors, un client peut avoir donc, comme j'ai dit, comme propriété ou bien comme champ, attribut code client, le nom, le prénom, la ville, le téléphone, qu'on peut désigner en tant qu'identifiant ou bien clé primaire carrément. Donc, on va parler des clés primaires par la suite. Alors, c'est le code client parce que chaque client, elle est identifiée d'une manière unique par un code. Mais pour le nom, je peux avoir deux noms qui se répètent, deux prénoms qui se répètent également. Même si je combine le nom-prénom, je peux avoir le nom-prénom qui se répète. Alors, c'est pour ça, donc, je vais prendre le code client en tant que clé primaire. Ça veut dire, à partir, si je mets A100, si je mets A100 quelque part, je sais très bien que le A100, ça représente un client qui porte le nom Amrani Mohamed, qui vient de la ville Casablanca, avec un tel numéro de téléphone. Alors, quand j'ajoute, donc ça, c'est la clé primaire, parce qu'il fait la différence entre un client et un autre. Quand j'ajoute le code client ici dans la commande, dans la table commande, il ne va pas faire la différence entre une commande et une autre. Parce que donc, une commande, il peut être normalement fait, il peut être faite par le même client, comme le cas ici. Numéro de commande 1 et numéro de commande 2 a été donc passé par le client dans le code A100 et le même client, donc le code A100. Alors, donc, dans ce cas-là, puisque cette clé a été migrée ici, a été ajoutée dans la deuxième table, donc dans la première table, c'est la clé primaire. Là, on l'a ajoutée dans la table, ça devient une clé étrangère. Elle sert de référence. Pourquoi je dis de référence? Parce que quand je mis A100, alors que j'ai déjà une relation entre ces deux champs-là, je sais très bien A100 à partir de la table client que ce A100-là, elle porte le tel nom, tel prénom et telle ville, et ainsi de suite. Donc, je n'en ai pas besoin d'ajouter
toutes les colonnes de clients dans la table commande. Pas besoin de mettre numéro de commande, puis nom client, prénom client, ville, téléphone. Ça suffit de mettre juste le code parce que c'est juste celui qui va donc me faire la différence entre un client et un autre. C'est pour ça que je dis, elle fait référence. On réfère le champ, la clé primaire de la table, de la première table. Donc ça qui est pour la clé primaire et la clé étrangère. Donc je vous donne un exemple maintenant pour la clé primaire. C'est pour un citoyen, non, pour un citoyen marocain. Donc on a la clé. Un citoyen peut être identifié juste par son CIN. Donc c'est à travers le CIN, pas besoin qu'on vous. Donc maintenant quand on cherche dans toutes les cartes, permis de voiture, ou bien donc n'importe quelle carte, on a le CIN qui est ajouté. Même en l'acte de naissance, donc des informations, vous fournissez le CIN et à partir du CIN, il peut y avoir toutes les informations donc, dans la base de données qui vous concernent. Pas besoin de vous donner le nom, le prénom, l'adresse et tout. Donc c'est juste le CIN, ça suffit pour représenter ou bien pour savoir toutes les informations sur un citoyen. Donc ça qui est pour la clé primaire. Quand on l'ajoute dans une autre table, ça devient une clé étrangère. Jusqu'à maintenant, on a parlé pour la construction, bien la conception d'une table. Tout ça, c'est relié ou bien en dépendance d'une table. Créer une table avec un nom de table, puis les champs qui nous intéressent. Par la suite, donc, identifier quel champ va être une clé primaire, quels sont bien les champs qui vont donc être activés comme clé primaire. Donc, les ajouter pour la clé étrangère, une fois que vous ajoutez le même nom du champ, donc ça veut dire que c'est automatiquement une clé étrangère. Donc, il va être reconnu en tant que clé étrangère une fois on va ajouter un trait de liaison, une relation. Passons maintenant pour comment on peut traiter, comment on peut gérer, comment on peut créer. Donc là, cette table, comment on peut créer cette table, comment on peut introduire ou bien sauvegarder des informations dans les tables, relier les tables. Donc là, on a besoin d'un outil, un ensemble de programmes qu'on appelle un système de gestion de base de données ou bien un SGBD. Donc, un système de gestion de base de données, c'est une collection de logiciels ou bien de programmes qui va nous permettre d'écrire, traiter, donc interroger l'ensemble de vos données qui forment la base. Et il nous aide également à sécuriser et également donc garder la confidentialité des données. Ça veut dire pas tout le monde aura donc l'accès ou bien il peut interagir dans ces bases de données. Seule une personne ou bien seule la personne qui a l'accès peut accéder aux données stockées dans la base. Et puisqu'on parle, comme j'ai dit, ce qu'on va voir par la suite, c'est bien une base de données relationnelle, ça veut dire qu'on a besoin d'un système de gestion de base de données relationnelle. Et le logiciel qu'on va utiliser donc, durant la suite de notre cours, c'est bien l'Access. Donc, Access, c'est un SGBD, c'est un système de gestion de base de données relationnelle. Elle est donc spécialement conçue pour gérer des petites bases de données. Donc, dans notre cas, on va travailler avec des petites bases de données, donc on va utiliser l'Access. Elle est facile à utiliser. Il y en a d'autres, bien sûr, par exemple, comme l'Oracle, elle est très performante, donc elle est conçue pour la gestion des grandes bases de données, mais donc c'est payant. Et puis, on a le SQL Server, comme il y en a le MySQL. MySQL également, donc elle est plus performante et également gratuite comme Access. Je passe maintenant pour la création d'une base de données. Comme j'ai dit, la création d'une base de données, il faut avoir un cahier, donc il faut avoir des règles de gestion que vous pouvez l'obtenir d'un cahier de charge. Un exemple de règles de gestion, comme l'exemple de notre base de données pour la gestion de commandes, on a chaque produit, elle est fournie par un seul fournisseur et un fournisseur peut fournir plusieurs produits. Donc plutôt là, on n'a pas donc gestion de commande, mais de la partie fournisseur. Donc on a fournisseur et produit. Donc un produit, il est fourni par un seul fournisseur. Donc on a quand même des informations. Donc ce sont des règles. À travers ces règles-là, on peut créer nos tables, on peut donc créer les règles, les relations. Chaque produit, il est fourni par un seul fournisseur. Et un fournisseur peut nous fournir plusieurs produits. Un fournisseur, il est identifié par un code. Donc,
chaque fournisseur, elle est définie ou bien elle est identifiée par un code, un nom, l'adresse et le téléphone. Et chaque produit également, elle est définie ou bien identifiée par une référence, une désignation, le prix unitaire, la disponibilité et la quantité en stock. Est-ce que donc le produit est disponible et combien en quantité dans le stock. Donc les deux dernières règles, ça nous donne donc une idée sur les tables, la table fournisseur et la table produit. Alors la table fournisseur, elle est identifiée par combien de champs? On a code, nom, adresse, téléphone. On a 4 champs. Donc, la table fournisseur, elle est identifiée par 4 champs. Donc, le champ code, le champ nom, le champ adresse et le champ téléphone. Donc, chacun de ces champs-là, ils ont le type de données texte. Donc, normalement, un code, puisqu'il s'agit d'un code, soit vous mettez un nombre, soit donc, si vous ajoutez combiner des lettres et des nombres, ça va être donc du texte. Puis le nom, c'est du texte, l'adresse également, c'est du texte. Et pour le téléphone aussi, c'est préférable de le mettre en texte pour avoir le 0 au départ. Puisque, donc, pour les types de données numériques, ça veut dire que vous allez faire des calculs par la suite. Pour numéro de téléphone, on ne va pas faire des calculs. Donc, c'est préférable de mettre téléphone comme type de données. Vous choisissez type texte. Comme ça, vous pouvez ajouter donc le 0 lors donc, de la saisie des numéros de téléphone. Alors, pour le produit, donc, elle est identifiée par combien de champs? Donc, le champ référence, le champ désignation, là aussi référence c'est texte, désignation c'est texte, le prix unitaire, donc c'est le troisième champ, donc c'est monétaire, la disponibilité, donc c'est le type de données oui ou non, et puis le cinquième, c'est la quantité en stock, une quantité c'est numérique. Par contre, pour la troisième règle, ou bien la première règle, il va nous aider à savoir quel est le type de relation qui existe entre ces deux tables. On va y avoir donc, pour cette relation, mais je vous montre d'abord donc une table, comment on peut la voir par accès. Par exemple, donc la table fournisseur, on a quoi? On a les champs, les noms des champs. Pour là, c'est le mode mode feuille de données. Là où vous trouvez se forme donc d'une feuille, la feuille Excel. C'est comme une feuille Excel. C'est-à-dire vous avez ce forme de tableau Excel. On a les noms des champs sur les en-têtes de colonne. Et puis les enregistrements, c'est par ligne. Le nom de la table, c'est juste en haut. Donc la table fournisseur. Et puis là également, c'est la table produit. Voilà pour la disponibilité. On avait oui ou non. C'est bien le bouton oui ou non. Oui, ça veut dire c'est activé. Non, ça veut dire donc c'est désactivé. Également ici, ça sans savoir, normalement, sans qu'on vous donne que le produit doit avoir un champ code fournisseur, il faut bien savoir que pour un produit, on doit savoir quel est le fournisseur qui nous a fourni ce produit. Alors, pour ne pas répéter le nom fournisseur, la ville et le code fournisseur, ça suffit de mettre juste le code fournisseur. Et comme j'ai dit, puisque le code fournisseur ici, c'est la clé primaire, elle est ajoutée ici en tant que clé secondaire et qui va nous servir de référence pour la clé primaire de la table fournisseur. Donc maintenant, je vous montre comment créer une base de données donc, par Access. Donc moi, j'ai la version 2016, mais c'est pareil. Donc, à partir donc, de 2007 ou bien 2010, les versions sont presque les mêmes. Donc je vais créer la base de données donc, devant vous. Je passe donc la création donc, Access. Voilà, Microsoft. Donc, on utilise le 10. Alors, on utilise le 16. Microsoft. Bon, alors j'attends que ça se prépare. J'ai la version 16. Je n'ai pas encore activé.
on travaille avec le 10. Contrairement, ce sont les mêmes versions. Ah oui, c'est bon. On attend. On attend un moment. Alors, enfin, voilà donc. De toute façon, pour vous, vous allez directement dans vous allez trouver ici. Donc, Microsoft, ça dépend de la version que vous avez. Donc, vous en avez même fait. Je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. Donc là, une nouvelle, donc une base de données vide. Voilà. Vous sélectionnez base de données vide. Et puis, vous cherchez l'emplacement où vous allez la mettre. Donc, je vais la mettre. Normalement. Bon, je vais nommer la table, plutôt la base de données. Alors, la base de données, je répète, ça veut dire on va créer plusieurs tables dans cette base qu'on va la nommer maintenant. La base de données, elle a l'extension ACCDB, c'est Access Database. Donc, puis, je vais la nommer par exemple. Ça, base de données, c'est en plus. Et puis, je vais cliquer donc, sur un. Donc là, normalement, on va prendre, c'est la version, voilà, c'est à partir du 7. Puis donc, je clique sur OK. Voilà l'endroit, donc maintenant, voilà le nom. Et par la suite, vous cliquez sur créer. Ce que vous voyez ici, ce sont des modèles qui sont déjà conçus. Vous pouvez les utiliser, donc les changer selon vos besoins. Donc là, on va créer une base de données qui est encore vide. Donc là, je crée. Donc je vais fermer. Pour que je commence à zéro, je ferme le tout. Donc j'ai plus rien maintenant. J'explique la fenêtre maintenant pour Access. Donc, ce qui est Access 2010. Et je répète, c'est la même version, c'est presque la même fenêtre pour les autres versions à partir de 2010. 2010, 2016, 13, 19. Alors, ce qu'on aura ici, c'est l'ensemble des objets donc, vous allez créer. Quand je parle des objets, il y en a pour l'accès, pour la création des objets qu'on va voir. Alors là, je clique sur créer pour savoir. On a donc les tables avec lesquelles on va travailler. Donc, on a les tables. Donc ça, pour l'onglet créer, vous allez trouver donc un groupe de tables. C'est pour la création et manipulation des tables qu'on va trouver ici. Et puis, le groupe requêtes, également, donc c'est pour la création de requêtes. Donc là, on va créer des requêtes. J'expliquerai requêtes, c'est quoi. Donc là, la création de requêtes, puis les formulaires, puis les états, et par la suite, là, les macros, et ainsi de suite. Là. Cette partie-là, on ne va pas la faire. Et donc là, on va quand même vous en avoir une idée là-dessus. Donc, la création de table, c'est ce qu'on a vu. Création de table, c'est créer donc une table, nommer les tables, ajouter les champs et puis saisir les enregistrements. Puis maintenant, pour les requêtes, un objet, donc ce sont les objets d'accès de notre SGBDR. Le premier objet, c'est la table. Puis, il y en a les requêtes. Les requêtes, ça nous sert à questionner, donc à faire
comment dirais-je, donc c'est faire des demandes, c'est poser, c'est interroger notre base de données et récupérer les résultats. C'est à travers les requêtes qu'on peut interroger notre base de données et récupérer. Donc par exemple, pour exemple de requête ou bien d'interrogation qu'on peut faire sur notre base de données, donc sur l'une des tables ou bien plusieurs tables, c'est bien de faire un affichage. On va afficher par exemple quelques informations ou bien on va faire une mise à jour des informations dans une table, bien plusieurs tables. Ou bien on va faire un calcul, ou bien on va supprimer des données qui sont inutiles. Bon, ça c'est pour les requêtes. Tout ceci peut se passer à travers l'onglet, bien requête, plutôt pas l'onglet, le groupe requête. Ça c'est le deuxième objet. Maintenant, formulaire. Donc le troisième objet pour Access, ou bien pour un SGPT, c'est formulaire. Donc formulaire, c'est une vitrine de saisie. Donc là, quand on va créer ici donc l'étape, on va créer l'étape, on va créer la structure de la table, ça veut dire juste le nom et les champs, type de données pour chaque champ. Et par la suite, on va donc basculer pour ajouter des données. L'ajout des données, donc la saisie des enregistrements, peut se faire à travers, donc ça va être concrètement à travers donc, le groupe table, comme il peut se faire à travers le formulaire. Donc pour le formulaire, vous aurez des boutons. Vous aurez, donc comme j'ai dit, ces vitrines, vous aurez des boutons. Pour entrer des informations sur un client, par exemple, on clique sur le bouton donc non, on clique sur le bouton client pour ajouter, on clique sur le bouton supprimer. Donc là, c'est bien ce qu'on appelle formulaire. Un formulaire, si vous trouvez, donc ça c'est un formulaire. Ce qu'on voit ici, c'est un formulaire. Ça contient, on trouve des icônes, des commandes, et derrière, on a donc un programme. Et puis, les étapes, c'est vous les imprimer dans votre base de données. Les macros, c'est pour automatiser donc, les tâches sur vos bases de données. Nous, on ne va pas travailler sur les macros. Donc, les macros automatisés, donc là, d'une manière, on les utilise pour les macros, c'est en utilisant donc d'une manière d'un enregistrement direct. Et puis, soit par un codage, donc un langage de programmation, c'est le VBA. VB consiste sur les applications de Microsoft Office. Donc, je commence par la création de la première table. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. La première table. Donc, voilà, j'ai expliqué maintenant les composants SGBD Access. Donc, je vais parler des tables, les formulaires, les états et les requêtes. Oui, et on a également donc les pages. Les pages, c'est pour communiquer avec votre navigateur. Donc, avec, par exemple, Google Chrome, avec Internet Explorer, avec Mozilla et ainsi de suite. Donc, on commence maintenant par la création de la première table. Donc, quelle est la première table qu'on va voir? Et donc, on va créer la table. Donc, là, il y en a un exemple sur table étudiant. Donc, on va faire un exemple sur table étudiant. Voilà. Donc, création de table. Donc, on va cliquer sur création de table. Ça, c'est, vous allez utiliser l'assistant. Donc, là, on va faire création de table. Ah, c'est l'assistant, c'est le Alors, la création de table, comme vous voyez ici, quand je vous ai montré là, la table, quand je dis une table, quand je parle d'une table, voilà la structure. Ça contient les champs, ce sont bien les en-têtes de chaque colonne, et puis le nom juste au haut. Par contre, maintenant, quand j'ai cliqué sur la création de table, alors là, on va ajouter le nom de la table, et puis là, les noms des champs, on va les insérer par ligne. Supposons on va créer le nom de table étudiant, donc je mettrai ici, par exemple, CNE, le nom du premier champ. Type de données, donc pour le CNE, je pense que c'est du texte. Donc je garde, voici les types de données, je vais les expliquer. Donc je commence par texte. Et puis là, la description, parce que là, quand vous mettez une abréviation, vous pouvez mettre, c'est le code national d'études. C'est le CNE, c'est le code national, je pense, de l'étudiant. Donc là, je peux mettre code de l'étudiant. Pour vous expliquer qu'est-ce qu'il représente, votre champ. Ce champ-là, qu'est-ce qu'il représente? Donc là, une description de l'étiquette pour vous donner à votre champ. Ça, c'est pour le nom du champ. Donc, j'explique maintenant pour l'ensemble des types de données. Alors, le texte, comme j'ai dit, si vous avez dans une combinaison de lettres et chiffres, mémo, c'est la même chose, sauf là, avec une taille plus grande. Donc, si je mets ici texte,
pour la propriété du champ, vous trouvez juste en bas la taille du champ. Il peut y arriver jusqu'à 255 caractères. Si je change par exemple un mémo, on aura donc format qui est plus grande normalement. Donc on peut avoir format qui est assez plus grand que le texte. J'explique ce que vous aurez besoin donc là. Pour chaque type de données que vous choisissez, il y en a donc un ensemble de propriétés correspondantes. La taille, donc c'est combien de caractères il peut admettre pour votre cellule, Puis maintenant le format approprié. Si vous avez un format spécifique, donc là, pour le format, vous allez le retrouver par exemple pour le type date. On va voir donc là pour la date. Max saisie également, si vous avez donc une règle de saisie, on va l'avoir pour numéro de téléphone. Une légende, c'est une petite description, une bulle description. C'est par exemple, une fois que vous approchez de votre code CNE, donc une description va s'ajouter. Valeur par défaut. Si quand vous basculez lors de saisie, vous ne voulez pas que la cellule soit vide, vous voulez qu'il soit une valeur affichée par défaut, puis une fois que vous saisissez, vous pouvez la changer. C'est quand par exemple, quand vous saisissez le mot de passe pour un compte. Une valeur par défaut dans la cellule mot de passe, vous trouvez des étoiles. Une fois que vous commencez à cliquer, les étoiles donc sautent et vous pouvez donc écrire son mot de passe. C'est la même chose ici, une valeur par défaut, ça veut dire quelle est la valeur que vous voulez qu'elle soit ajoutée par défaut avant que vous saisissez la valeur donc correspondante. Valide si, par exemple, on a un champ notes, un champ qui représente les notes des étudiants. Donc, je vais dire valide que ce champ-là sera valide si, par exemple, ça c'est pour éviter les erreurs lors de saisie. Ce qu'on a ici. Donc, la valide si, message si, erreur, tout ce qui vient là, c'est pour éviter les erreurs lors de la saisie de vos données. Donc, j'ai dit que valide si, ça veut dire je mettrai ici. Si la note, elle est inférieure à 0, ou bien elle est supérieure à 20, ça veut dire on n'aura pas donc la possibilité de saisir. Ou bien si on saisit, un message d'erreur va s'afficher. Et là, vous ajoutez quel est le message qui va s'afficher. Donc là, par exemple, valeur erronée, valeur dépasser la marge, et ainsi de suite. Nul interdit, ça veut dire la cellule, si je mets ici nul interdit, et je choisis non, ça veut dire la cellule, il peut, si je mets ici non, non nul interdit pour les valeurs numériques. Je passe pardon pour la chaîne vide autorisée. Chaîne vide autorisée parce que là on a de type texte, ça veut dire on a des chaînes de caractères, un ensemble de caractères. C'est ce qui nous intéresse, c'est bien là. Alors chaîne vide autorisée et je mets oui. Lors de saisie, c'est par exemple, dans un champ, je ne vais pas ajouter une valeur, il ne va pas mettre une erreur parce que j'autorise le vide. J'autorise une cellule vide. Je parle maintenant de cellules qui ne doivent pas être une clé primaire. Je continue. Donc, on a le code CNE, on a quoi encore? On a le nom, également ces textes, on a le prénom, on a par exemple date de naissance. Et puis, donc, je passe à l'autre champ, par exemple, date de naissance, je dois choisir maintenant type de données. Oui, j'explique également les types de données ici. J'ai parlé de texte, mais bon, je continue numérique, c'est clair, c'est pas numérique. Maintenant, pour notre cas de date de naissance, je vais choisir date, heure, et je passe pour le format, et je vais choisir. Alors là, on a un ensemble de formats qui sont prédéfinis. Je veux par exemple la date complète. Ça, c'est une date complète. Elle va m'afficher une date avec le nom du jour, puis le numéro du jour, puis le mois et l'année. Ou bien une date réduite, ou bien une date abrégée. Ou bien là également, vous pouvez avoir, je peux choisir type date heure et je choisis le type, c'est bien l'heure. Par exemple, si on a un champ qui représente l'heure de décollage d'un avion ou bien l'heure d'atterrissage. On a besoin de date comme on a besoin également de l'heure. Alors là, on choisit heure. Et puis, quand on va saisir, on va saisir juste l'heure, le type d'heure, et non pas la date. Alors là, je vais mettre par exemple date abrégée.
Et puis, donc, les autres, on n'a pas besoin. Donc là, rien mettre. Là, donc, est-ce qu'on a encore date de naissance? Par exemple, je mettrai ici photo. Et puis, pour la photo, je vais choisir, alors pour type de données, donc là, je vais choisir un objet OLE ou bien la pièce jointe. La différence entre les deux, que la pièce jointe, vous devez en avoir la pièce ajoutée, donc il va être ajouté quand vous déplacez votre base de données, vous n'aurez plus la pièce jointe. Mais vous, quand vous choisissez l'objet OLE, ça veut dire donc quand vous déplacez donc vous recopiez ou bien donc vous déplacez votre base de données dans un autre PC, toutes les informations, toutes les pièces vont être ajoutées automatiquement. Donc là, donc, pour le moment, je mettrai objet OLE. Et puis, donc là, je mettrai ce qu'on a encore. Alors, est-ce qu'elle a validé ou non? Supposons, est-ce qu'elle a validé ou non? Je mettrai ici. Valider le semestre. Alors, soit oui, soit non. Alors là, on va choisir le type maintenant, oui ou non. C'est coché ou bien décoché. Donc, ça, c'est pour les descriptions, vous pouvez ajouter ici. Donc, semestre validé ou non, semestre validé. J'explique chaque chose qu'il va représenter. En fait, là, c'est optionnel, donc c'est facultatif. Donc, jusqu'à maintenant, on a créé la structure de notre base de données. Ce qu'il faut donc là, c'est bien de nommer la table. Alors, nommer la table, on part le bouton droit sur, vous cliquez ici, puis vous cliquez sur enregistrer pour que vous puissiez nommer la table. Alors là, je vais enregistrer. Et là, il me donne la main de nommer la table. Je mettrai par exemple étudiant. Le nom de ma table, c'est étudiant. Je clique sur OK. Donc, la table va automatiquement. Donc là, il me demande la clé. Est-ce que la clé primaire, je vais l'identifier moi-même ou bien il sera identifié automatiquement par Access? Je vais cliquer sur non, je vais l'identifier moi-même. Donc, je clique sur non. Voilà, la table maintenant a été ajoutée. J'ai créé la table, elle est là. Puis, elle est ajoutée automatiquement dans l'ensemble des objets d'accès. Donc, la clé primaire maintenant. Pour cette table-là, la clé primaire ne peut être que le CNE. Donc, je n'ai pas ajouté le CNI, je n'ai pas ajouté le code apogée, j'ai que le CNE. Alors, pour identifier donc, un champ en tant que clé primaire, vous sélectionnez, donc j'ai cliqué ici pour sélectionner, et puis directement, parce qu'on est dans mode création, vous trouvez clé primaire. Donc, je clique sur clé primaire et la clé s'ajoute automatiquement. Si vous voulez enlever par le bouton droit, par exemple, vous pouvez décocher la clé primaire. Ou bien, de la même manière, donc par le bouton droit, clé primaire. Donc là, je décoche clé primaire. Donc là, je vais créer ma clé primaire. Voilà ma clé primaire. J'enregistre. Et voilà, pour ma table maintenant a été créée. J'ai oublié de vous dire, puisque la clé primaire, c'est un identifiant, ça veut dire je peux faire la différence entre un étudiant et un autre par un code CNE. Ceci dit que quand je vais remplir les données de chaque étudiant, le champ CNE ne doit être jamais nul. Ne doit être jamais nul. Donc, une clé primaire, comme on a dit, c'est une combinaison minimale de propriétés qui va nous servir à identifier un enregistrement d'un autre d'une manière unique. Et également, il va nous servir de liaison entre deux tables. Donc, c'est la clé étrangère. Et cette clé primaire ne doit pas être nulle, ne doit pas être vide, nulle, comme il ne peut pas être répété. Parce que deux étudiants ne peuvent pas avoir le même CNE. Donc, je passe maintenant que j'ai terminé donc, la création. Donc, là, c'est la structure, c'est ce qu'on appelle le mode création. C'est la structure de la table. J'ai créé que le nom de la table, les clés, ou bien la clé primaire, et puis les champs. Oui, j'ai oublié de vous dire. Si par exemple, on avait la clé primaire composée de CNE avec la date de naissance, alors dans ce cas-là, j'enlève ça. Vous sélectionnez les champs qui vont représenter la clé primaire. Donc, je sélectionne le premier. Je maintiens la touche contrôle. Je sélectionne les champs qui m'intéressent, qui vont appartenir à la clé primaire. Donc là, c'est la date de naissance avec le CNE. Les deux sont sélectionnés. Je clique sur la clé primaire. Donc ça, ceci dit, ma clé primaire est composée de CNE et la date de naissance. Mais ce n'est pas que
j'ai deux clés primaires. Non, j'ai une seule clé primaire qui est composée de le CN2 et la date de naissance. Donc, j'enlève normalement, je vais enlever, je garde que le CN2, ma clé primaire, j'enregistre encore une fois. Et puis maintenant, je bascule pour saisir les valeurs, pour saisir les données. Puis, j'ajoute encore le numéro de téléphone pour vous montrer encore notre information. Donc, je mettrai ici numéro de téléphone. Alors là, téléphone. J'ai dit, c'est préférable qu'il soit texte. Et puis, on va utiliser un masque de saisie, c'est-à-dire un modèle de saisie qui va nous aider à saisir le numéro de téléphone. Le masque de saisie, elle est utilisée surtout pour le type texte et le type date. Elle n'est pas utilisée pour d'autres types de données. Vous allez sur le 3 points qui est juste au fond de masque de saisie et je clique. Donc ça, c'est bien donné qui est sélectionné. Les propriétés du champ correspondent au téléphone avec texte. Et puis, masque de saisie, je clique sur les 3 points ici. Et je vais choisir. Donc, je vais suivre la suivante. D'accord, elle est déjà enregistrée. J'enregistre la table et je continue. Donc, voilà un assistant de masque de saisie. Il va vous aider pour la saisie. Je répète, ceci, c'est pour la saisie. Donc là, je vais choisir le numéro de téléphone. Donc, il y en a un ensemble de saisies qui sont prédéfinis. Code postal, par exemple, donc l'ISBN, numéro de téléphone, donc numéro de sécurité sociale. Donc, nous, on va choisir donc là, numéro de téléphone. Je continue par suivant. Et puis là, vous choisissez quel format donc vous voulez. Ça, donc des zéros qui vont être apparaître, ou bien je peux mettre des symboles. Donc, je peux mettre par exemple des dièses, caractère réservé, donc là, on aura des dièses. Et puis, après, suivant. Je veux bien qu'il soit des symboles pour savoir. Donc là, je mettrai avec symbole. Ça veut dire, quand je vais saisir, je trouverai des symboles que j'ai choisis, des dièses. Et je continue par suivant. Donc, elle m'indique qu'il est bien pour le numéro de téléphone. Donc, l'assistant, il a bien ajouté le masque physique pour le champ téléphone. Je clique sur terminer. Et j'enregistre maintenant la modification que j'ai faite. Alors, ça, c'est la structure. C'est le mot de création. Je répète, ça, c'est le mot de création pour la table étudiant. Vous pouvez la voir ici. Donc, ça, c'est l'affichage. Une fois je clique sur celui qui est sélectionné ou bien activé, c'est le mot de création qu'on a ici. C'est le mot de création. Ce qu'on veut maintenant, c'est saisir les informations concernant les étudiants. Pour cela, il faut basculer au mode feuille de données. Donc, je clique sur mode feuille de données. Voilà. C'est pour retrouver maintenant la structure que je vous ai montré au départ. Donc, la table maintenant. Donc là, c'est mode feuille de données. On va saisir la table. Alors là, il faut mettre un code, par exemple, A, E, 2021. Voilà. Le nom, donc, je mettrai, par exemple, voilà, Charafi. Alors, le prénom, par exemple, c'est Sarah. Alors, une date de naissance, donc il vous donne donc l'accès pour rajouter, ou bien vous pouvez écrire. On connaît bien le format qu'on a choisi. Donc là, je mettrai par exemple le 12, slash le 12, 10. Donc, là, c'est 2000, par exemple. Je valide par entrée. Donc, photo. Alors là, je dois insérer la photo après. J'ai passé donc. Il ne va pas me laisser si je ne remplis pas le code. Alors là, je dois mettre un code, n'importe quel code, pour que je puisse passer. Donc là, je vais mettre par exemple, elle a validé. Maintenant, pour le numéro de téléphone, une fois que je clique, donc là, ça m'aide pour la saisie. Donc là, je peux mettre directement 06 62. Alors là, ça me facilite la saisie. Et donc, je passe à la deuxième ligne et ainsi de suite. Une fois, je répète par exemple le même code. Donc là, il faut regarder vite, puisque la ligne elle est remplie. Alors là, je mettrai 1, ça c'est quoi 1, 2, 2021.
Si je passe, il va me dire que c'est pas possible. Parce que la clé, donc la clé index, donc là, elle est répétée. Je ne peux pas avoir une clé répétée. Puisque j'ai identifié le CNE en tant que clé primaire, ceci dit qu'il ne doit pas être répété. Donc là, je mettrai OK et je change par une autre valeur. Donc là, je mettrai 2 et je valide sans aucun problème. Voici, donc là, je reprends pour l'objet OLE, donc je prends la pièce jointe, je change. Oui, voilà, si vous voulez changer la structure, le type de données est important. Toujours, il faut basculer au mode création. Je reprends le mode création. Donc, je prends la photo. Donc, je vais choisir plutôt pour type de données. Une pièce jointe, c'est beaucoup mieux. Donc, je n'ai pas de données là pour l'objet OLE, donc je mettrai la pièce jointe. Pour le lien hypertexte, ça veut dire donc vous allez ajouter un lien. Vous savez c'est quoi un lien. Également pour numéro automatique, quand vous choisissez un champ avec numéro automatique et vous ne donne pas la main, il va s'incrémenter automatiquement. Utilisez souvent ce type de données pour éviter l'erreur pour la clé primaire. Alors là, la clé primaire, on choisit, si ce n'est pas bien précis des valeurs, on met donc un numéro automatique. Comme ça, on est sûr de passer que la valeur va s'incrémenter automatiquement en passant d'un enregistrement à un autre. Et puis, encore, qu'est-ce qu'on a encore? Donc là, assistant liste de choix. Je passe pour l'assistant liste de choix. Mais je reprends là la pièce jointe. Et puis, je peux ajouter un champ dans le D'accord. Donc, je vais enlever la petite je l'ajoute pas. Alors là, c'est supprimer les listes par le bouton droit. Donc, vous pouvez supprimer. Insérer donc photo. Si vous voulez insérer donc là, vous pouvez mettre par le bouton droit. Donc, insérer des listes. Moi, donc, je vais mettre à la fin. Donc, c'est ici. Je mettrai plutôt type pièce jointe. Donc, j'enregistre. Et également, je mettrai ville. Ou bien là, c'est pas ville, je mettrai filière. Voilà, filière. Pour filière, on va choisir assistant du choix. Comme ça, donc, on va faire tous les types de données. Alors, filière, assistant liste de choix. Comme j'ai dit, on sait très bien les choix au préalable. On sait très bien que la filière, donc, dans notre faculté, il n'y en a que 3 filières. On a soit dans économie, gestion, soit droit plus. Donc là, je taperai les valeurs souhaitées. Si vous avez des valeurs qui sont dans un autre champ, vous pouvez utiliser. Sinon, si vous allez taper les valeurs dorénavant, donc c'est une liste, on va les taper, on va mettre suivant. Les valeurs qu'on a, comme j'ai dit, je mettrai écho, slash gestion. Puis, on a une seule colonne, donc je mettrai ici, par exemple, droit public. Et puis là, donc, on va avoir une différence. Public. Et là, je mettrai droit privé. La droit arabe, droit français. Je mettrai arabe français. A. Et puis là, droit français. Je continue par suivant. Ceci, ça concerne bien filière. Et par la suite, je mettrai terminé. J'enregistre. Je bascule pour le mode feuille de données pour saisir. Je fais déjà enregistrer. D'accord. Alors maintenant, pour la photo. Voilà, pièce jointe. Donc, je dois cliquer pour faire. Même avant, je dois cliquer. Donc là, pièce jointe, ajouter. Vous cherchez dans une de vos photos et vous l'ajoutez. Par exemple, je mettrai comme ça. Donc voilà. Maintenant, pour les villes, la filière. Alors, une fois que vous cliquez sur la filière, vous aurez une liste de choix. Donc là, ça vous aide lors de votre saisie. Donc là, par exemple, celui-là, c'est bien économie et gestion. Puis, une fois que vous passez, pas besoin d'enregistrer. Pour les enregistrements, pour les lignes ou bien les enregistrements, ils s'enregistrent automatiquement. Mais bon, pour éviter,
enregistrer, ainsi de suite. Donc là aussi. Là, j'ai pas mis la chaîne vide autorisée, j'ai pas choisi non. Si je mets non, ça veut dire que je ne peux pas avoir un champ là vide, celui-là est vide, celui-là est vide. Je dois les remplir. Mais puisque j'ai gardé pour les propriétés de champ que la chaîne vide, elle est autorisée, j'ai gardé oui, alors là, j'aurai aucun problème là-dessus de laisser les cellules ici vides. Donc, voici maintenant pour la création d'une table. Vous créez une deuxième table de la même manière, créer, puis création de table. Et puis, vous passez, donc, vous répétez la même structure. Et une fois donc vous fermez, enregistrer sera ajouté automatiquement dans cette zone-là. Donc, on continue pour voir ce qu'on a encore de plus. Là, c'est la création de basculer. Donc, le code CME, la clé primaire. Donc là, voilà donc l'objet OLE. Donc là, c'est déjà marqué. Ce sont bien les données qui peuvent être des documents Microsoft Word, donc Excel, des images, des sons, c'est une pièce jointe. Sauf que vous pouvez en avoir, comme j'ai dit, qui peut être à peu porté, donc n'importe où vous portez votre base de données. Alors la taille, donc format, marque de saisie, donc je vais vous montrer maintenant l'affichage. Voilà les deux types mode de création, donc j'ai déjà montré. Ça, ce qui est pour mode création. Et celui-là, c'est le mode affichage ou bien le mode feuille de données. Donc là, c'est bien le mode feuille de données. Et enfin, donc, le mode affichage, c'est bien mode feuille de données. Ça, ce symbole-là, c'est création. Et celui-là, le mode d'affichage choisi, c'est bien le mode feuille de données. Ah, et maintenant, relations, donc je suppose, donc je laisse les relations pour la séance prochaine, Inch'Allah. Donc voilà, j'arrête pour cette séance. Donc on se verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc soit je ferai, donc une fois je ferai soit des vidéos, je vous pose des vidéos, soit donc je ferai des cours comme ça en ligne. Bon, salam alaikum.